Londres, Angleterre. 15 mars 2019, c'était une matinée ordinaire dans une maison ordinaire du quartier de Hagne. Mais ce qui se déroula à 6h47 ce vendredi-là allait changer à jamais la vie de la famille Morrison. Et cela pourrait changer la vôtre également. Isabella Morrison, âgée de 4 ans, se réveilla en chantant. Non pas une comptine, non pas une chanson de dessin animé, elle chantait Riyad d'Amy Winehouse. Chaque mot, chaque note était exécutée avec une technique vocale qui aurait stupéfié n'importe quel professeur de chant. Sa mère, Sarah Morrison, se précipita vers la chambre. Ce qu'elle entendait la fit s'arrêter, tremblante, devant la porte. Isabella n'était pas simplement en train de chanter, elle chantait avec l'accent cockney caractéristique d'Amy, avec les inflexions exactes, avec l'âme déchirée de quelqu'un qui avait vécu chaque mot de cette chanson. « Maman, dit Isabella en se tournant vers elle, je suis Amy et je peux le prouver. » Sarah Morrison était figée, sa fille de 4 ans n'ayant jamais écouté Amy Winehouse. Elle n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la musique. Jusqu'à ce matin, Isabella parvenait à peine à chanter « Joyeux anniversaire » sans fausser. « Comment connais-tu cette chanson, mon amour ?»« Je l'ai écrite, » répondit Isabella avec la nonchalance perturbante d'une enfant. « Ah, je l'ai écrite quand j'étais très triste à cause de Blake. » Blake Filder-Civil, l'ex-mari turbulent d'Amy Winehouse, un nom qu'Isabella Morrison, à 4 ans, n'aurait jamais dû connaître. Mais ce n'était que le commencement. Ce que l'on était sur le point d'entendre était l'histoire la plus impossible, la plus documentée et la plus effrayante de réincarnation jamais enregistrée. Une histoire qui défia les sceptiques, convertit les spécialistes et amena toute une famille à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie et la mort. Parce que parfois, la musique ne meurt pas. Parfois, elle cherche juste une nouvelle voix pour continuer de chanter. Mais pour comprendre comment une fillette de 4 ans devint le réceptacle d'une des voix les plus iconiques du XXe siècle, il fallait remonter exactement 8 mois en arrière. Juillet 2018, Isabella Morrison était une enfant parfaitement normale. Elle jouait avec des poupées, elle aimait Peppa Pig. Sa chanson préférée était Baby Shark. Elle parlait avec l'accent typique du nord de Londres, comme ses parents. Rien ne la distinguait de n'importe quel autre enfant de son âge, jusqu'au 23 juillet. Cet après-midi-là, Isabella jouait au Holland Park avec son grand frère lorsqu'elle trébucha près de l'aire de jeu. Ce qui semblait être une simple chute se transforma en cauchemar. Isabella heurta sa tête contre le bord métallique d'une balançoire. L'impact fut si violent qu'elle perdit immédiatement connaissance. Les médecins de l'hôpital Saint-Saint, Marie furent clairs avec Sarah et David Morrison. Leur fille avait subi un traumatisme crânien sévère. Pendant 48 heures, Isabella resta dans un coma artificiel. Les scanners cérébraux montraient une inflammation dans des zones critiques liées à la parole et à la mémoire. « Préparez-vous à des changements significatifs », les avertit le Dr James Fletcher, neurologue pédiatrique. Après ce type de traumatisme, de nombreux enfants connaissent des altérations permanentes de la personnalité, du langage et des capacités cognitives, mais personne, absolument personne, n'était préparé à ce qui se produisit lorsqu'Isabella se réveilla enfin. Le 25 juillet, exactement à 3h42 du matin, Isabella ouvrit les yeux. Ses premiers mots ne furent pas « maman » ou « papa », mais « où est ma guitare ?» Je dois terminer la chanson. Sa voix avait changé, son accent avait changé, mais le plus perturbant était le regard dans ses yeux. Ce n'était plus le regard d'une enfant de 3 ans, c'était le regard de quelqu'un qui avait vécu, aimé et souffert bien plus que toute âme de cet âge ne devrait connaître. Sarah Morrison s'approcha du lit d'hôpital, les larmes aux yeux. « Isabella, mon amour, c'est maman. » La fillette la regarda avec une étrange tendresse et répondit « Je sais, chérie, mais je suis aussi quelqu'un d'autre maintenant. » Mais les jours passèrent, les semaines passèrent, et la nouvelle Isabella resta pour toujours. 3 mois après l'accident, Sarah Morrison prit une décision qui allait tout changer. Lassée que les médecins lui disent que ce n'était qu'une phase, elle décida d'enregistrer Isabella chantant pour montrer les vidéos à un spécialiste du comportement infantile. Mais le destin avait d'autres plans. La vidéo de 2 minutes que Sarah téléchargea sur son compte personnel Instagram le 15 octobre 2018 devint virale en moins de 6 heures. Une fillette de 3 ans chantant Valerie d'Amy Winehouse avec une technique vocale à couper le souffle, même pour les professionnels les plus expérimentés. La vidéo parvint aux yeux de Marcus Miller, producteur musical au studio Abbey Road. Ce qu'il vit le perturba tellement qu'il décida de faire quelque chose de sans précédent.
Il invita la famille Morrison à visiter les studios où Amy avait enregistré certains de ses plus grands succès. « Ah, je voulais démentir cela une bonne fois pour toutes », avoua Miller des années plus tard. « Je pensais qu'en plaçant l'enfant dans un environnement qui lui était totalement étranger, la farce serait exposée. » Le 22 octobre 2018, Isabella Morrison, âgée de 3 ans et 9 mois, entra pour la première fois de sa vie au studio Abbey Road. Ce qui se produisit ensuite fut enregistré par les caméras de sécurité du studio et ces enregistrements changèrent la vie de toutes les personnes présentes. Isabella se dirigea directement vers le studio 2, passant devant le célèbre studio 1 sans même y jeter un regard. Elle s'arrêta devant la porte et dit « J'ai enregistré Back to Black ici. Où est mon piano Yamaha noir ? Je demandais toujours celui-là spécifiquement. » Marcus Miller fut glacé. Le piano Yamaha noir auquel Isabella faisait référence avait été retiré du studio exactement une semaine auparavant. C'était une information qui n'apparaissait dans aucune visite publique, aucune interview, aucun documentaire sur Amy Winehouse. Mais Isabella n'avait pas terminé. Elle se dirigea vers un coin spécifique du studio et demanda « Et ma chaise en velours rouge, j'aimais m'asseoir là entre les prises parce que l'acoustique était parfaite pour écouter les playbacks. » La chaise avait bel et bien existé. Elle avait été dans ce coin exact pendant les enregistrements d'Amy en 2006, mais elle avait été retirée des années avant la naissance d'Isabella. Mais la révélation la plus perturbante restait à venir. Marcus Miller décida de faire un test final. Si Isabella était vraiment qui elle prétendait être, elle devrait le prouver de la seule manière qui comptait, en chantant. « Très bien, ma petite, » lui dit-il avec un sourire sceptique. « Si tu es vraiment Amy Winehouse, chante quelque chose pour nous. » Isabella le regarda avec ce sérieux perturbant qu'elle avait développé après l'accident. « Tu as un microphone comme celui que j'utilisais, le Neumann U67. Amy n'enregistrait jamais avec un autre. » Le technicien du son Pod Jenkins resta bouche bée. Le Neumann U67 était effectivement le microphone préféré d'Amy Winehouse. Une information qui n'apparaissait pas dans les biographies publiques, seulement dans les notes techniques internes du studio. Ils installèrent le microphone. Isabella, avec ses petits 3 ans et demi, se tint devant lui comme si elle avait fait cela toute sa vie. Elle ajusta la hauteur avec des mouvements précis, professionnels. Puis elle se tourna vers le technicien et dit « Mets-le en omnidirectionnel, pas en cardioïde. J'aime capter l'ambiance du studio. » Pod Jenkins sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était une préférence technique ultra spécifique d'Amy Winehouse, que seuls les ingénieurs ayant travaillé directement avec elle connaissaient. Alors Isabella commença à chanter. Ce n'était pas Rehab cette fois, ce n'était pas Back to Black. C'était une chanson que personne n'avait jamais entendue auparavant. Une mélodie complètement nouvelle, mais avec le style inimitable d'Amy. La voix qui sortait de cet enfant de 3 ans avait la texture, la profondeur et l'âme déchirée qui avaient rendu Amy Winehouse célèbre. Marcus Miller enregistra tout. Une fois la session terminée, il envoya l'audio à 3 des producteurs qui avaient travaillé le plus étroitement avec Amy, Mark Ronson, Salam Remy et Darkis Bey. Les réponses arrivèrent dans les 24 heures suivantes. Les 3 étaient identiques. Quand Amy a-t-elle enregistré cette chanson? Je ne la connaissais pas. Lorsque Miller leur expliqua que celle qui chantait était une fillette de 3 ans, le silence à l'autre bout du téléphone fut assourdissant. Le docteur Stephen Morrison, sans lien de parenté, spécialiste en développement vocal infantile à l'Université de Londres, analysa les enregistrements. Sa conclusion fut catégorique. Il est physiquement impossible qu'une enfant de cet âge produise ces tons, ces inflexions et cette technique de respiration. Les cordes vocales ne sont tout simplement pas suffisamment développées. Mais il y avait quelque chose de plus dans cet enregistrement. Quelque chose qui glaçait le sang de ceux qui l'écoutaient attentivement. Une voix que tous les présents reconnurent immédiatement. L'obsession d'Isabella pour Amy Winehouse ne se limitait pas à la musique. Elle était totale, elle était terrifiante, et le plus perturbant, elle incluait des détails de la vie intime d'Amy qui n'avaient jamais été révélés publiquement. Durant les semaines qui suivirent la visite à Abbey Road, Sarah Morrison commença à documenter méticuleusement tout ce qu'Isabella disait. Ce qu'elle découvrit la priva de sommeil pendant des mois. Un mardi matin, alors qu'elle prenait le petit déjeuner, Isabella arrêta de manger et dit « Blake mettait toujours trop de sel dans les œufs brouillés. Je lui disais que je les aimais doux, mais il ne m'écoutait jamais. C'est pour ça que j'ai commencé à cuisiner moi-même. » Sarah fronça les sourcils. Blake Fielder Civil, l'ex-mari turbulent d'Amy,
était connu pour ses problèmes de drogue et sa relation toxique avec la chanteuse. Mais des détails sur la façon dont il cuisinait des œufs, qui pourrait savoir ça? Isabella poursuivit. Mon plat préféré était le poulet au curry que faisait ma grand-mère Cynthia, mais il fallait que ce soit avec du riz basmati, pas du riz ordinaire. Et je lui demandais toujours de mettre du coriandre supplémentaire parce que ça me rappelait quand j'étais petite à Southgate. Cynthia Winehouse était décédée en 2006, bien avant la naissance d'Isabella, et elle avait effectivement élevé Amy à Southgate durant une partie de son enfance. Mais le détail du coriandre, le riz basmati spécifiquement, Sarah décida d'enquêter. Elle contacta Mitch Winehouse, le père d'Amy, via les réseaux sociaux. Sa réponse la laissa glacée. Amy était effectivement obsessionnelle avec le riz basmati. Elle disait que le riz ordinaire n'avait pas d'âme, et oui, elle demandait toujours du coriandre supplémentaire dans le curry de ma mère, mais personne ne le savait, sauf la famille proche. Mais Isabella n'avait pas terminé avec les détails intimes. Un après-midi, alors qu'elle jouait avec ses poupées, elle commenta nonchalamment « J'avais une petite cicatrice sur le genou gauche depuis que j'étais tombée de vélo à 7 ans. » Blake l'embrassait souvent et disait que c'était sa petite imperfection parfaite. Sarah Morrison sentit un frisson. Elle chercha des photographies d'Amy Winehouse sur Internet, en bikini, en robe courte, lors de performances. Sur aucune n'apparaissait clairement de cicatrice sur le genou. Mais elle trouva alors quelque chose, une photographie de paparazzi de 2007 prise avec un téléobjectif alors qu'Amy sortait d'une piscine à Saint-Lucie. Si l'on agrandissait l'image au maximum, sur le genou gauche d'Amy se trouvait effectivement une petite marque, une cicatrice minuscule, presque imperceptible, qui n'aurait été visible que pour quelqu'un qui avait été très, très proche d'elle. Mitchell Winehouse confirma plus tard. Amy était tombée de son vélo rose quand elle avait 7 ans. Elle s'était fait une vilaine blessure au genou. Il en était resté une petite cicatrice qu'elle détestait, mais que Blake embrassait effectivement. La réponse arriva 3 semaines plus tard, sous la forme d'une prédiction que personne n'attendait. 15 novembre 2018. Isabella jouait dans sa chambre quand elle s'arrêta soudain et appela sa mère avec une urgence que Sarah Morrison n'avait jamais entendue dans sa voix. « Maman, tu dois écrire ceci exactement comme je te le dis, c'est très important. » Sarah prit papier et crayon pensant que ce serait un autre des commentaires étranges de sa fille, mais ce qu'Isabella lui dicta la fit trembler. Dans mon appartement de Camden à Prusse Place numéro 30, 2e étage, dans la chambre principale, il y a une commode en bois couleur cerisier à côté de la fenêtre. Dans le 2e tiroir en partant du haut, du côté droit, derrière une boîte à bijoux argentée, il y a une lettre que j'ai écrite pour ma grand-mère Cynthia avant qu'elle ne meure. Je l'ai écrite à la main sur du papier à en-tête de ma maison de disques. Elle dit des choses que je n'ai jamais pu lui dire en personne. Sarah Morrison écrivait phonétiquement sans comprendre complètement ce qu'elle notait, mais Isabella n'avait pas terminé. La lettre est pliée en 4 et a une tache de thé dans le coin supérieur droit parce que j'ai pleuré en l'écrivant et ma tasse s'est renversée. À la fin, j'ai signé Amy Baby, c'est comme ça que mamie m'appelait quand j'étais petite. Sarah arrêta d'écrire et regarda sa fille. « Isabella, mon amour, que veux-tu que je fasse de cette information ? Maman, tu dois envoyer ça à la famille d'Amy. Et ils vont trouver la lettre exactement où j'ai dit et quand ils liront, ils sauront que c'est vraiment moi. » Sarah Morrison se débattit pendant des jours. Comment contacter la famille Winehouse? Comment expliquer que sa fille de 3 ans affirmait connaître l'emplacement exact d'une lettre personnelle d'Amy? Finalement, via les réseaux sociaux, elle réussit à contacter Janice Winehouse, la mère d'Amy. La réponse initiale fut compréhensiblement un scepticisme total, mais quelque chose dans la spécificité des détails poussa Janice à décider d'enquêter. L'appartement de Camden, où Amy avait vécu, avait été vendu des années après sa mort. Les nouveaux propriétaires, Mark et Emma Thompson, avaient conservé une grande partie du mobilier original, y compris la commode en cerisier mentionnée par Isabella. Lorsque Janice Winehouse leur expliqua la situation, les Thompson, initialement réticents, acceptèrent finalement de permettre une fouille. « Si cela peut apporter la paix à quelqu'un, » dit Emma Thompson, « nous sommes disposés à aider. » Janice Winehouse pleura pendant 20 minutes avant de pouvoir lire le contenu intégral. Le contenu de la lettre trouvée à Camden laissa la famille Winehouse dans un état de choc absolu. Non seulement parce qu'elle confirmait des détails intimes que seule Amy aurait pu connaître, mais parce qu'elle contenait des informations qui changeraient à jamais la façon dont ils comprenaient les derniers jours de la chanteuse. La lettre
datée du 20 juillet 2011, 3 jours avant la mort d'Amy, était écrite à la main sur du papier à en-tête d'Island Records. La calligraphie était indubitablement celle d'Amy Winehouse. Elle fut confirmée par une analyse graphologique ultérieure. Mitchell Winehouse, la voix brisée, lut quelques fragments lors d'une interview postérieure. Elle écrivait sur des conversations spécifiques qu'elle avait eues avec ma mère quand elle était enfant. Des conversations que nous avions complètement oubliées, mais qu'Amy se remémorait avec une clarté étonnante. La lettre mentionnait une dispute qu'Amy avait eue avec sa grand-mère Cynthia quand elle avait 8 ans pour avoir refusé de porter une robe bleue à un mariage de famille. « Tu m'as dit que le bleu n'était pas ma couleur, mais que l'amour de la famille il était, disait la lettre. »« Tu avais raison, mamie, tu l'as toujours eu, » Janice Winehouse confirma plus tard. Cette dispute a effectivement eu lieu. Amy avait 8 ans et refusait catégoriquement de mettre la robe bleue pour le mariage de ma sœur. Ma mère lui a dit exactement ces mots, mais c'était en 1991. Comment Amy pouvait-elle se souvenir de la phrase exacte après 20 ans? Mais le plus perturbant de la lettre n'était pas ce qu'elle disait, mais ce qu'elle prédisait. Dans les derniers paragraphes, Amy écrivait « Mamie, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là physiquement. Mais je veux que tu saches que j'ai trouvé un moyen de revenir. Une petite fille très spéciale aura besoin de notre famille. Son nom commencera par un I et elle aura les yeux de la même couleur que les miens. Quand tu la rencontreras, tu sauras immédiatement que c'est moi. » Isabella Morrison a les yeux noisettes, exactement la même nuance qu'Amy Winehouse. La lettre continuait. « Cet enfant saura des choses que seul moi pourrais savoir. Elle chantera comme je chantais. Elle se souviendra de nos moments ensemble. N'aie pas peur, mamie. C'est juste une autre façon d'être près de toi. » Mais il y avait un dernier paragraphe qui fit que toutes les personnes présentes sentirent un frisson parcourir leur colonne vertébrale. « Elle mènera la famille à un endroit spécial où j'ai laissé quelque chose d'important caché. Quand ce moment arrivera, vous saurez que tout cela est réel, que l'amour ne meurt jamais, il ne fait que changer de forme. » Des douleurs qui disparurent inexplicablement le jour même où ils trouvèrent la lettre. La lettre mentionnait un endroit spécial où Amy avait caché quelque chose d'important. Mais où? Pendant des semaines, la famille Winehouse attendit qu'Isabella donne plus d'indices. La réponse arriva de la manière la plus inattendue. Le 15 décembre 2018, Janice Winehouse décida de rencontrer Isabella personnellement. La rencontre fut organisée en terrain neutre, un café tranquille dans le nord de Londres, loin des caméras et des curieux. Quand Isabella vit Janice entrer dans le café, sa réaction fut instantanée et bouleversante. Elle courut vers elle, les larmes aux yeux, et cria « Mamie, mamie, tu m'as tellement manqué !» Janice Winehouse resta paralysée. Amy avait l'habitude de l'appeler « mamie » depuis petite, bien après que ses amis eurent cessé d'utiliser ce mot. C'était sa façon spéciale de s'adresser à elle, même à l'âge adulte. Isabella s'accrocha au cou de Janice et lui murmura à l'oreille « Pardonne-moi pour toute la douleur que je t'ai causée. Je sais que c'était très difficile pour toi de me voir m'autodétruire, mais je devais passer par là pour pouvoir revenir ainsi. » Les larmes de Janice Winehouse coulaient sans contrôle. Ces mots, cette culpabilité spécifique, étaient exactement ce qu'elle avait espéré entendre d'Amy pendant des années, ce qu'elle avait rêvé que sa fille lui dise si elle pouvait avoir une dernière conversation avec elle. Mais Isabella n'avait pas terminé. Elle se sépara de Janice, la regarda droit dans les yeux et dit « Tu as toujours ma première démo, celle que j'ai enregistrée quand j'avais 14 ans dans ton salon. Tu disais qu'elle était mauvaise, mais tu l'as gardée dans la boîte à chaussures bleue sous ton lit parce que tu savais qu'un jour je deviendrais célèbre. » Janice se couvrit la bouche, étouffant un sanglot. Effectivement, elle gardait cette démo. Dans une boîte à chaussures bleues, sous son lit, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné à personne, pas même à Mitch. Alors Isabella fit quelque chose qui brisa le cœur de toutes les personnes présentes. Elle prit les mains de Janice dans les siennes et commença à chanter doucement « In My Bed », mais pas la version que tout le monde connaissait. Elle chanta une version intime, acoustique, qu'Amy chantait seulement pour sa mère quand elle était triste ou malade. Une version que Janice pensait avoir perdue pour toujours. « C'était notre chanson spéciale », murmura Isabella. « Ah, je la chantais seulement pour toi quand tu avais besoin que je te console, quand ton père et toi vous disputiez, quand tu étais inquiète pour le travail, quand tu avais peur que je quitte la maison. » Sarah Morrison, qui documentait tout depuis une table proche, ne pouvait croire ce qu'elle était en train de voir. Sa fille de 3 ans était en train de consoler une femme de 65 ans comme si c'était sa propre mère,
avec une sagesse et une tendresse qui ne correspondaient pas à son âge. Un rosier qui était mystérieusement mort le jour de la mort d'Amy. Le 23 décembre 2018, la famille Winehouse se rendit à la maison où avait vécu la grand-mère paternelle d'Amy à Southgate. La propriété avait été vendue après la mort de la vieille dame, mais les nouveaux propriétaires, au courant de l'histoire, permirent qu'ils creusent dans le jardin. Isabella dirigea tout le monde directement vers l'endroit où avait été le rosier blanc. « Ici, dit-elle, avec une assurance totale, à 1 mètre de profondeur, enveloppé dans du plastique noir. » Après 45 minutes de fouilles, ils trouvèrent exactement ce qu'Isabella avait prédit, un paquet enveloppé de plastique noir, enterré à exactement 1 mètre de profondeur. À l'intérieur se trouvait un cahier en cuir marron avec 27 pages écrites à la main par Amy Winehouse. Mais ce n'étaient pas des paroles de chansons, ce n'étaient pas des journaux personnels, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et perturbant. Le cahier contenait ce qu'Amy appelait le projet des âmes perdues. 23 chansons complètes avec paroles et partitions, toutes écrites pour des personnes qui étaient mortes jeunes par addiction, dépression ou suicide. Ces chansons, écrivait Amy sur la première page, sont les voix de ceux qui n'ont pas pu terminer leurs propres chansons. Je suis venu pour compléter ce qu'ils ont commencé. Parmi les chansons se trouvait une intitulée « Lily's Lament » pour une adolescente qui s'était suicidée à Brighton en 2009. Une autre appelée Marcus Underground pour un musicien mort d'une overdose à Liverpool en 2010. Et une autre, Isabel's Beginning, datée du 18 juillet 2011, 5 jours avant la mort d'Amy. Les paroles d'Isabel's Beginning décrivaient une petite fille qui chanterait les chansons que je n'ai pas pu terminer et vivrait la vie que je n'ai pas pu mener à bien. La chanson se terminait par le vers « Dans ses yeux je verrai mes yeux, dans sa voix j'entendrai ma voix, et le cercle se refermera enfin. » Mais le plus effrayant se trouvait dans les dernières pages du cahier. Amy avait écrit une sorte de manuel d'instruction pour Isabella. Elle décrivait exactement comment l'enfant saurait quoi chanter, quand chanter et comment utiliser la musique pour guérir les blessures que j'ai laissées ouvertes dans ce monde. Et Isabella ne chantera pas seulement mes chansons, écrivait Amy. Elle créera de nouvelles chansons que je n'aurais jamais pu imaginer, car elle aura mon talent, mais pas ma douleur, ma voix, mais pas mon obscurité. Elle sera tout ce que j'aurais pu être si j'avais trouvé la lumière. Le cahier incluait des partitions pour des instruments qu'Amy n'avait jamais appris à jouer. Violon, violoncelle, piano classique. Comme si elle savait qu'Isabella aurait besoin de compétences musicales qu'elle-même n'avait jamais développées. Durant les semaines suivantes, Isabella commença à montrer exactement ses compétences. Sans leçon, sans pratique préalable, elle pouvait jouer les partitions du cahier sur n'importe quel instrument qu'on lui présentait. Mais le véritable objectif d'Isabella se révélerait dans les mois suivants, lorsqu'elle commença à accomplir la mission la plus extraordinaire qui ait jamais été documentée. Mars 2019, Isabella Morrison, maintenant âgée de 4 ans et demi, avait fait quelque chose que ni Amy Winehouse ni les meilleurs producteurs musicaux du monde n'avaient réussi. Elle avait enregistré un album complet qui unissait la soul classique à des compositions totalement originales, Voice Through Time, Voix à travers le temps. Il fut enregistré au studio Abbey Road pendant 3 mois. Marcus Miller, qui avait été sceptique au début, devint le producteur principal du projet. Travailler avec Isabella, avoua-t-il plus tard, était comme produire 3 artistes différents en même temps. Amy Winehouse, une compositrice classique et un génie musical que je n'avais jamais connu. L'album contenait 12 titres. 6 étaient des réinterprétations de chansons inédites du cahier d'Amy. Les 6 autres étaient des compositions complètement nouvelles qu'Isabella avait créées en rêve selon ses propres explications. Mais le plus extraordinaire de l'album n'était pas la musique, c'était l'impact qu'elle avait sur ceux qui l'écoutaient. Le docteur Michael Stevens, psychiatre spécialisé en traumatisme et addiction à l'hôpital Sainte-Mary, commença à utiliser les chansons d'Isabella comme thérapie expérimentale auprès de patients en réadaptation. Les résultats furent stupéfiants. 708% des patients qui écoutèrent l'album complet pendant leur traitement maintinrent leur sobriété pendant plus d'1 an. Comparé à notre taux de réussite habituel de 23%, les chansons semblaient avoir un effet guérisseur qui défiait toute explication médicale. Lily Thompson, une adolescente de 16 ans qui avait tenté de se suicider 3 fois, écouta Isabel's Beginning pendant son hospitalisation psychiatrique. « C'était comme si quelqu'un comprenait enfin ma douleur », dit-elle 6 mois plus tard. Mais non seulement elle la comprenait, elle me montrait comment en sortir.
Lily est maintenant à 2 ans sans tentative d'automutilation. L'album atteignit la 3e place du classement des albums britanniques. Isabella Morrison devint la plus jeune artiste de l'histoire à atteindre le top 5 britannique. Mais pour Isabella, le succès commercial n'était pas l'important. En décembre 2019, elle établit la Amy Light Foundation, une organisation caritative qui utilise la musicothérapie pour aider les jeunes souffrant d'addiction et de problèmes de santé mentale. La fondation a aidé plus de 2000 personnes au cours de ces 5 premières années. « Mon travail ici n'est pas d'être célèbre », dit Isabella dans une interview de 2023, déjà âgée de 8 ans. « Mon travail est de terminer ce qu'Amy a commencé. Chaque personne qui est sauvée, chaque vie qui change, est une chanson de plus qu'elle a pu compléter à travers moi. » Les critiques musicaux restent divisés. Certains parlent du prodige musical le plus extraordinaire du XXe siècle. D'autres murmurent à propos de phénomènes que la science ne peut expliquer. Mitchell Winehouse, maintenant âgé de 73 ans, a une perspective différente. Peu importe si c'est la réincarnation, si c'est un miracle ou si c'est quelque chose que nous ne comprendrons jamais complètement. Ce que je sais, c'est que ma fille a trouvé un moyen de continuer à faire ce qu'elle savait faire de mieux, utiliser sa musique pour aider les gens qui en ont le plus besoin. Isabella Morrison continue de composer, d'enregistrer et de guérir. Son prochain album, Eternal Echoes, sortira en 2025. Et quelque part, entre les notes et les mots, la voix d'Amy Winehouse continue de chanter. Isabella Morrison est-elle vraiment la réincarnation d'Amy Winehouse, ou est-elle simplement la plus extraordinaire enfant prodige que le monde ait jamais vue? La réponse n'a peut-être pas autant d'importance que le résultat. La musique qui sauve des vies, l'amour qui transcende la mort est la preuve que certaines voix sont trop puissantes pour être réduites au silence pour toujours. Ceci n'est qu'une des histoires impossibles qui se produisent chaque jour dans notre monde. Quelle sera la prochaine? Restez attentifs, car la réalité est parfois plus extraordinaire que n'importe quelle fiction que nous puissions imaginer.